Il existe une lutte des classes. Mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre. Et nous sommes en train de la gagner. Warren Buffett, milliardaire. Voici l'histoire d'un système fondé sur la recherche du profit individuel et la liberté d'entreprendre. Dans un tel système, la concentration de toujours plus de richesses dans les mains de quelques-uns est inévitable. Et pour le réguler, l'Amérique a décidé d'interdire les monopoles et de taxer la richesse. Mais depuis une quarantaine d'années, le capitalisme américain semble hors de contrôle. Des concentrations incroyables de capitaux se sont accumulées dans tous les secteurs de l'économie, paralysant toute concurrence, sans aucune réaction tangible des autorités. Taxe-moi si tu peux. Et désormais, 722 milliardaires américains et 22 millions de millionnaires payent en toute légalité moins d'impôts que leurs secrétaires. En 4 décennies, les riches ont pris possession de l'Amérique. Ou plus exactement, ils en ont repris possession. Une histoire qui débute 120 ans plus tôt. Ce soir, les 400 plus riches familles new-yorkaises vont se rendre à un bal costumé et singer l'aristocratie européenne. L'Astoria, le plus grand hôtel de New York, a été privatisé pour l'occasion. Et selon le New York Times, le budget de cette surprise party pourrait nourrir 6000 familles new-yorkaises pendant 1 an. Une révélation qui inquiète sérieusement la police, alors que beaucoup de New-Yorkais ne mangent pas à leur faim. Quelques-uns des 400 000 qui n'ont pas eu droit au cotillon. La ville a mobilisé 800 policiers pour tenir à distance la plèbe venue à l'entrée du palace, observer la upper class, toute déguisée et emperruquée. Aucune guillotine n'a été autorisée à l'Astoria ce soir, ironise un participant. Pourtant, il y a au moins 50 Marie-Antoinette. Après avoir picoré dans leur menu à 28 plats, sifflé 4000 bouteilles de Moët et Chandon et bamboché jusqu'au petit matin, les fêtards laisseront l'Astoria dévastée aux soins du petit personnel. En à peine 20 ans, une nouvelle classe de millionnaires s'est emparée de l'Amérique. Et elle n'a aucune intention de la rendre.
Parmi ces millionnaires, caricaturés à l'aube du XXe siècle, se trouvent les 3 hommes les plus puissants d'Amérique. Le premier, John D. Rockefeller, l'homme le plus riche du monde. Il a commencé par acheter pour quelques milliers de dollars la Standard Oil, une petite raffinerie de pétrole à Cleveland, Ohio. Cleveland compte à cette époque une trentaine de raffineries, une concurrence mauvaise pour les profits que Rockefeller veut éliminer. Il va, disons, discrètement, s'arranger avec la compagnie ferroviaire qui achemine le pétrole de Cleveland vers les grandes villes du Nord. Le pétrole de la Standard Oil étant désormais transporté moins cher que celui de ses concurrents, Rockefeller peut casser son prix de vente. En 2 ans, la Standard Oil a racheté ou coulé toutes les autres raffineries de Cleveland. Jusqu'à devenir un mastodonte qui contrôle 90% du pétrole américain. Une situation de monopole qui permet maintenant à Rockefeller de faire monter les prix. New York Times, 27 décembre 1883. La fortune de John D. Rockefeller est estimée à 129 millions de dollars. Alors qu'il dirige le plus grand monopole d'Amérique, plus puissant que le gouvernement lui-même, aucune information ne filtre jamais sur ses méthodes pour voler le public. Pour leur avoir imposé ce monopole, Rockefeller est devenu l'homme le plus détesté des Américains. Cloîtré dans sa résidence de Cleveland, toujours une Bible à portée de main, il estime n'avoir de compte à rendre à personne, sauf à Dieu. New York Times, 2 janvier 1885. Monsieur Carnegie a déclaré que le socialisme était la plus belle des théories. Si vous êtes socialiste, lui a objecté un journaliste, pourquoi avez-vous fermé l'aciérie Thomson et jeté les ouvriers dans la misère? Ça, c'est la faute des ouvriers, a répondu Carnegie. Ils n'ont pas voulu baisser leur salaire. Andrew Carnegie, le roi de l'acier. Né pauvre en Écosse, migrant aux États-Unis à 13 ans, directeur de compagnie ferroviaire à 29. Il est l'archétype du self-made man. Carnegie incarne à lui seul un récit récurrent dans les romans populaires de l'époque, selon lequel en Amérique, tout le monde peut devenir millionnaire. Il est réellement entré dans les affaires en faisant construire dans la banlieue de Pittsburgh, Pennsylvanie, une aciérie de pointe pour y produire le meilleur acier du monde. Le premier des innombrables sites qui vont constituer son empire métallurgique. Tiré par l'industrie ferroviaire, l'acier est un marché extrêmement juteux. Mais Andrew Carnegie voit plus loin. Il est persuadé que grâce à son acier, les villes américaines deviendront bientôt verticales et s'élèveront dans le ciel. Pendant ce temps, Pittsburgh a poussé comme un champignon. La réussite d'Andrew Carnegie est prodigieuse, et il s'interroge. Quel sens donner à sa gigantesque fortune? Pourquoi lui, et pas un autre? Il expose ses réflexions dans un texte promis à une grande postérité aux États-Unis.
L'évangile de la richesse. Les inégalités sont naturelles et même bénéfiques, explique-t-il, car seuls les plus capables peuvent s'enrichir. Mais le millionnaire a le devoir d'utiliser sa fortune utilement. Il ne doit rien léguer à sa descendance. Les héritiers sont des incapables. Le millionnaire doit consacrer toute sa fortune à la construction de bibliothèques publiques, au financement des universités, des hôpitaux ou toute autre activité philanthropique qu'il juge pertinente. Laissons les riches s'enrichir le plus possible afin qu'ils redistribuent du mieux possible. Tel est l'Évangile selon Carnegie. L'Évangile de la richesse est immédiatement adopté par les millionnaires américains. À leurs yeux, il désamorce tout débat sur les inégalités, puisque tout le monde n'est pas fait pour être riche. Il leur permet en outre de flatter leur orgueil en s'achetant une image de bienfaiteur. Il a enfin l'immense mérite de les laisser décider seuls ce qui est bon pour la société. La philanthropie devient leur sport national, le but étant d'être celui qui donne le plus. Les journaux publient annuellement le classement des donateurs. Un classement dans lequel il est hors de question de ne pas figurer. J.P. Morgan, le banquier. S'il est souvent caricaturé en officier de marine, c'est qu'il possède le Corsair, un yacht de 50 mètres. Et accessoirement parce que 9 migrants sur 10 arrivent en Amérique sur un navire qui lui appartient. Il se sert de son nez, affreusement déformé par une maladie génétique, pour intimider ses interlocuteurs. J.P. Morgan déteste les journalistes. Et les photographes encore plus. La marine, c'est lui. Le train, l'électricité, le charbon, le télégraphe, c'est lui. Il n'y a guère que l'acier de Carnegie et le pétrole de Rockefeller qui lui échappent. S'il est si puissant, c'est qu'il est le seul Américain à avoir la confiance des milieux financiers de Londres, Paris et Berlin. Lesquels, appâtés par les profits stratosphériques réalisables en Amérique, se sont naturellement tournés vers lui pour investir. Située au 23 Wall Street, la banque Morgan & Co. est la clé de voûte de la révolution industrielle américaine. À la fois prêteuse, actionnaire et banque centrale des États-Unis. Mais c'est dans son manoir du 231 Madison Avenue que J.P. Morgan traite les affaires importantes. C'est ainsi qu'il a un jour convoqué tous les propriétaires de compagnies ferroviaires qui se livraient à une guerre des prix, ruineuse pour les entreprises. Vos compagnies appartiennent à mes clients, leur a-t-il asséné, avant de décréter des fusions immédiates pour créer des monopoles régionaux, augmenter les prix et les profits. Malgré la toute-puissance des millionnaires, l'Amérique est une démocratie structurée autour de 2 grands partis. Le Parti républicain et le parti de Lincoln, qui a aboli l'esclavage. Il est plutôt considéré comme celui des industriels et du monde des affaires. Le Parti démocrate, c'est un peu tout le reste. Sa base la plus solide se trouve dans le sud ségrégationniste. Mais New York est aussi l'une de ses places fortes. Encore un millionnaire au Sénat. Monsieur Price n'avait jamais fait de politique jusqu'à ce qu'une place se libère. Il a alors acheté cette place, comme il l'aurait fait d'une loge à l'opéra, d'un yacht ou d'un quelconque luxe dont il a les moyens.
New York Times, 17 janvier 1890. Le Sénat des États-Unis, élu au suffrage indirect, est devenu le club des millionnaires. Lesquels, démocrates ou républicains, peu importe, bloquent toute législation contraire à leurs intérêts. C'est ainsi qu'ils se sont forgés leur paradis pour riches, où n'existe ni impôt sur le revenu, ni sur les profits des entreprises, ni sur les successions, ni droit du travail, ni droit de grève, ni aucun contrôle des banques. Un paradis qui profite de l'afflux ininterrompu de migrants, accueillis à bras ouverts par les industriels. Une main-d'œuvre corvéable à merci et attirée par les deux grandes promesses du récit américain: la liberté et la prospérité. C'est alors qu'une terrible crise économique s'abat sur les États-Unis. Les industriels licencient à tour de bras et baissent tous les salaires. Les syndicats multiplient les grèves pour tenter d'imposer des négociations collectives. Mais la police est au service des patrons et la répression implacable. Lorsque la police est dépassée, l'armée sort les baïonnettes. Sans l'ombre d'une hésitation, Andrew Carnegie fait tirer sur les ouvriers de son aciérie de Pittsburgh pour empêcher la formation d'un syndicat. Alors que 15 ouvriers ont trouvé la mort, le philanthrope soutient qu'il n'a fait que défendre sa propriété privée. Mais certains journalistes et intellectuels s'insurgent désormais contre la violence du capitalisme américain. Ils représentent un nouveau courant de pensée, le progressisme. Les progressistes contestent le droit des millionnaires américains d'accumuler impunément leur fortune, tels des aristocrates qui n'auraient aucun compte à rendre au reste de la société. Ils sont soutenus par des élus écœurés de la mainmise des millionnaires sur la démocratie américaine. Ils s'indignent particulièrement de l'exploitation massive des enfants, sacrifiés au nom du profit. À la veille de l'élection présidentielle de 1896, le mouvement progressiste exhorte tous les candidats à abolir la tyrannie des millionnaires. Pour la première fois, l'un des deux grands partis décide de s'appuyer sur la colère sociale qui gronde dans le pays. Et le candidat démocrate, William Jennings Bryan, intègre dans son programme les revendications des syndicats et des progressistes, qui appellent tous à voter pour lui. Journée de 8 heures, nationalisation des chemins de fer, contrôle des banques, démantèlement des monopoles, création d'un impôt sur le revenu pour les riches. Pendant des mois, Bryan va sillonner les États-Unis, se réformer ou perpétuer un système corrompu par les millionnaires. L'Amérique, dit-il, est à la croisée des chemins. La campagne de Bryan déclenche un vent de panique chez les millionnaires. C'est la première fois que la démocratie menace leurs privilèges. Que le peuple gouverne. William Jennings Bryan. Il y a même quelques discussions de salon tout à fait sérieuses
pour remettre en cause le suffrage universel. Les millionnaires sont d'autant plus anxieux que le candidat républicain, William McKinley, mène une campagne apathique depuis son domaine de Canton, Ohio. Mais son directeur de campagne, l'homme d'affaires Mark Hanna, a une stratégie. Il y a 2 choses importantes en politique, dit-il. La première est l'argent, et j'ai oublié la seconde. Mark Hanna va sonner à la porte des plus grandes fortunes du pays en leur disant « Le Parti républicain est là pour défendre vos intérêts, mais ça n'est pas gratuit. » Carnegie accepte avec joie de financer le candidat républicain contre ceux qui veulent, dit-il, tuer la poule aux œufs d'or. JP Morgan met aussi la main à la poche et invite les autres banquiers à l'imiter. Quant à Rockefeller, c'est Rockefeller. Comme toujours, il met un point d'honneur à être celui qui donne le plus. Grâce à Mark Hanna, les dollars coulent à flot pour soutenir le candidat républicain. McKinley a levé 7 fois plus d'argent que son concurrent démocrate. Les républicains peuvent organiser la plus vaste campagne de marketing politique jamais vue aux États-Unis. Message simple et efficace. Commerce, civilisation. Chapeauté par la promesse, prospérité. Le lendemain de l'élection, la majeure partie de l'Amérique se retrouve bleu démocrate, pour la réforme du capitalisme. Les zones grisées ne votent pas, ce ne sont pas encore des États. La Californie et l'Oregon, et surtout le nord-est industriel, qui est la zone la plus peuplée d'Amérique, sont, eux, rouges républicains. Ce qui se traduit en nombre de grands électeurs par une victoire écrasante du républicain. 271 contre 176. Les millionnaires ont gagné. C'est dans les grandes villes du nord industriel que se concentre l'essentiel des citoyens issus de l'immigration la plus récente. Et ils ont massivement voté pour le slogan républicain « Prospérité ». Pendant que les milieux d'affaires approuvent chaleureusement le discours inaugural du président McKinley, le Parti démocrate laisse tomber la stratégie électoralement suicidaire de remettre en cause le système. La même année, les cigarettes Admiral innovent avec la toute première publicité filmée. Nous fumons tous. Miss Abby Aldrich, fille du sénateur Nelson Aldrich et John Rockefeller Jr., fils unique de John Rockefeller, se sont mariés aujourd'hui dans la résidence d'été du sénateur Aldrich. Rockefeller Jr. est, comme sa jeune épouse, très intéressé par les activités philanthropiques. New York Times, 10 octobre 1901. Nelson Aldrich, désormais beau-père de Junior, est l'inamovible chef de la majorité républicaine au Sénat. Aucune loi fédérale ne peut être votée sans son consentement. Il est si puissant que les journaux le surnomment le manager général de la nation. En unissant leur descendance, l'homme le plus riche du monde et le politicien le plus influent de Washington poursuivent une stratégie de classe tout à fait typique. Et jettent les bases d'une dynastie destinée à régner sur l'Amérique pour des générations. Pendant que Rockefeller et Aldrich convolent,
JP Morgan propose à Carnegie de lui céder son empire de l'acier. Les deux titans se rencontrent. Carnegie fixe son prix sur un bout de papier qu'il tend à Morgan. 480 millions de dollars. C'est plus que la fortune de Rockefeller. Félicitations, Andrew. Vous êtes maintenant l'homme le plus riche du monde, répond Morgan sans même négocier. Vous auriez accepté pour 100 millions de plus, n'est-ce pas, John? Tout juste, Andrew. Mais c'est ainsi. L'homme, et désormais retraité le plus riche du monde, va se consacrer intégralement à la philanthropie, accueillant bienfaiteurs partout où il passe. Quant à JP Morgan, il se livre à son jeu de mécano favori. Il fusionne l'ex-empire de Carnegie avec d'autres entreprises de l'acier et baptise l'ensemble US Steel. US Steel représente une concentration de capital encore jamais vue. L'entreprise est valorisée à 1,5 milliard de dollars à Wall Street. Avec 213 usines, 41 mines, 170 000 ouvriers, US Steel produit 70% de l'acier américain et Morgan vise le monopole absolu. Il confie le management du mastodonte à Charles Schwab, ex-employé de Carnegie et premier salarié américain à gagner plus d'1 million de dollars par an. Et offre au jeune marié philanthrope, Rockefeller Jr., un fauteuil au conseil d'administration. Grâce à l'acier, Manhattan se réinvente verticalement. La première icône du nouveau New York est édifiée au 175 de la 5e avenue. Le Flatiron Building, 87 mètres de hauteur, une innovation architecturale qui en annonce beaucoup d'autres. L'Equitable Building, 2 tours jumelles de 164 mètres de haut. Tout juste achevé, ces 110 000 mètres carrés d'espace à louer suspendus dans le ciel stupéfient ses propres promoteurs. Nous venons de créer un nouveau continent, dit l'un d'entre eux. Le Singer devient, avec 187 mètres, le plus haut gratte-ciel du monde. Mais pour quelques mois seulement. Il va être détrôné par la Metropolitan Life Tower, à l'origine un vaste immeuble appartenant à une compagnie d'assurance, auquel les propriétaires ont greffé une tour de 213 mètres. Mais le Metropolitan va lui-même être surpassé par le Woolworth, un building dont le design s'inspire des cathédrales gothiques. Une cathédrale de 241 mètres et aux 55 étages, intégralement vouée au business. En sculptant sa ligne d'horizon, New York envoie un message au reste de l'Amérique. C'est ici que les choses se passent désormais. Surprise pour les travailleurs. La compagnie du caoutchouc, fabricant de jouets à New York, leur a offert 1 semaine de salaire supplémentaire. New York Times, 2 juillet 1902. C'est à New York que va être tentée la première expérience d'envergure, prouvant que progressisme et course au profit ne sont pas incompatibles. Le fabricant de chaussures Endicott Johnson, qui emploie 10 000 New-Yorkais, souffre d'un tel taux de démission de son personnel que sa productivité chute dangereusement. Le patron,
Henry Endicott décide alors de mettre en place la journée de 8 heures et d'augmenter les salaires. Juste pour voir. En quelques semaines, des démissions ont cessé et la productivité des employés, qui travaillent moins pour gagner plus, a augmenté. Tandis que le chausseur Endicott réalise plus de profits que jamais. Chaussures Endicott Johnson, plus de 32 millions de paires par an, confectionnées par des ouvriers heureux. Les meilleurs ouvriers de New York se battent pour aller travailler chez Endicott, où règne la paix sociale. Dans un monde où sous-payer les ouvriers et tirer sur les grévistes étaient jusqu'alors les seules manières connues de gagner beaucoup d'argent. C'est une révolution. C'est le développement de la voiture qui va pousser le capitalisme américain à une transformation décisive. Ce produit est pour l'instant fabriqué de manière artisanale et réservé à une clientèle très fortunée. L'entrepreneur Henry Ford va révolutionner l'industrie américaine en poussant la mécanisation des chaînes de production à un niveau inconnu jusqu'alors. Réputé pour sa haine des syndicats et son mépris du progressisme, Ford a toutefois retenu certaines leçons de l'entreprise new-yorkaise Endicott. Les employés de Ford sont ainsi payés le double du salaire ouvrier moyen, en échange de leur non-syndicalisation et de leur soumission aux cadences de travail. La production de masse permet de diviser par 2 le prix d'un modèle standardisé, la Ford T. Un modèle unique, dupliqué à des millions d'exemplaires. Et qui dit voiture, dit essence. Et donc pétrole. Compte tenu du monopole de la Standard Oil sur les raffineries, le développement de la voiture fait de Rockefeller de nouveau l'homme le plus riche du monde et même le premier milliardaire de l'histoire. La 3e coupe Vanderbilt s'est déroulée à la vitesse moyenne de 96 km/h. New York Times, 7 octobre 1906. L'Amérique change. Gagné par les idées progressistes, le président républicain Theodore Roosevelt estime que les monopoles sont devenus un frein au changement et qu'ils sont dans l'illégalité depuis l'Antitrust Act de 1890, une loi qu'il faudrait maintenant appliquer. En 1906, Roosevelt décide de s'attaquer frontalement à Rockefeller et au monopole de la Standard Oil. Il va falloir tenir bon face aux armées d'avocats qui seront mobilisés par le milliardaire. Mais Roosevelt ne craint pas la bagarre et une longue bataille juridique s'engage. Le 14 octobre 1907, un journaliste parvient à voler des photos à l'intérieur de la bourse de New York. Les cours viennent subitement de s'effondrer de 50%. La panique qui s'empare du quartier de Wall Street va vite s'étendre au pays tout entier. Les Américains se précipitent pour vider leurs comptes en banque et sauver leur épargne. À court d'argent liquide, le système bancaire risque de s'effondrer et d'entraîner avec lui toute l'économie.
JP Morgan convoque immédiatement tous les banquiers dans son manoir de Madison Avenue et sans un mot leur remet une feuille sur laquelle il a écrit la somme que chacun d'entre eux doit personnellement réinjecter dans le système pour mettre fin à la panique. Aucun d'entre vous ne sortira de cette pièce avant d'avoir signé, dit Morgan. Je m'occupe du communiqué de presse. Dès le lendemain, la panique a cessé. New York Times, courrier des lecteurs, 26 octobre 1907. Pour une fois, il nous faudrait à la Maison-Blanche un homme qui ne soit ni un égoïste, ni un politicien, mais un businessman qui parle peu et sait de quoi il parle. JP Morgan, président. JP Morgan vient de rappeler incidemment à tous les pourfendeurs de monopole qui détient le vrai pouvoir en Amérique. Après des années de bataille juridique, la procédure judiciaire contre la Standard Oil est enfin arrivée à son terme. Le 15 mai 1911, par décision de la Cour suprême, le monopole du pétrole a été démantelé et découpé en 34 sociétés concurrentes. En réalité, cela ne change pas grand-chose à la fortune des Rockefeller. Il n'y a pas d'amende, et les actionnaires de l'ex-monopole deviennent automatiquement actionnaires des 34 nouvelles sociétés pétrolières. Mais fort de ce premier succès, le gouvernement va maintenant s'en prendre à l'empire de l'acier bâti par JP Morgan et dont les Rockefeller sont également d'éminents actionnaires. Le département de la justice lance une procédure contre US Steel. John Pierpont Morgan, John Rockefeller et John Rockefeller Jr. sont officiellement accusés d'avoir violé l'Antitrust Act. New York Times, 27 octobre 1911. Pendant que ses avocats préparent la défense du monopole de US Steel, JP Morgan décide de détruire le siège de Morgan & Co., dont le style ne lui convient plus. Comme dans l'affaire de la Standard Oil, la procédure judiciaire va traîner en longueur et, de jugement en appel, finira à la Cour suprême. Mais cette fois, la justice n'est pas seulement lente, elle est hésitante à démanteler le champion américain de l'acier. Comme JP Morgan, beaucoup estiment que les géants industriels sont bons pour l'Amérique et que la concentration du capital est inexorable. Entre-temps, le nouveau siège en forme de coffre-fort est terminé. La procédure contre US Steel aboutira finalement à un non-lieu. Mais le vieux banquier ne le saura jamais. JP Morgan est mort. Le monde lui rend hommage. Morgan Jr. est depuis longtemps formé à prendre sa succession. Les marchés restent calmes. New York Times, 1er avril 1913. La disparition de JP Morgan coïncide avec l'élection du président démocrate Woodrow Wilson. Un progressiste, soutenu au Congrès par une nouvelle majorité également progressiste, est bien décidé à desserrer l'étau des millionnaires sur le pays. Premièrement, une banque centrale américaine, rôle que JP Morgan remplissait auparavant à lui tout seul, est créée. Deuxièmement, la Constitution est amendée pour imposer l'élection des sénateurs au suffrage direct, afin d'empêcher les millionnaires d'acheter leur siège, comme ils en ont l'habitude. Troisièmement, aboutissement de 30 ans de lutte du mouvement progressiste. Le travail des enfants est interdit. Et enfin, véritable révolution, les 4% d'Américains les plus riches sont désormais assujettis à un impôt sur le revenu, dont le taux est élevé et vise expressément les grandes fortunes, Rockefeller en tête.
Mais le milliardaire va immédiatement mettre en place un stratagème pour y échapper. Le Sénat a voté la loi qui valide la philanthropie de Rockefeller. La Fondation Rockefeller a désormais la capacité de recevoir des fonds et d'en disposer afin de promouvoir le bien-être de l'humanité à travers le monde. New York Times, 15 avril 1913. Les fondations Rockefeller et Carnegie attaquées. Des sénateurs les accusent de commercialiser la charité et d'en faire un business. New York Times, 6 mai 1913. John Rockefeller et Andrew Carnegie ont en effet usé de leur immense influence au Congrès pour que les sommes dédiées à la philanthropie soient exonérées d'impôts sur le revenu. Et ils ont eu gain de cause. La philanthropie est maintenant une niche fiscale qui permet aux millionnaires américains de mettre à l'abri dans des fondations autant d'argent qu'ils le souhaitent, mais aussi tout leur patrimoine et les œuvres d'art achetées en Europe, dont ils sont très friands. Quelles que soient les majorités au Congrès, sur les affaires importantes, ce sont toujours les riches qui font la loi en Amérique. Les armées russes et allemandes mobilisées. L'Angleterre est prête. Guerre entre l'Allemagne et la France. Des milliers de tués. Les Allemands battus dans une bataille contre les Français. Malgré leur neutralité, la Première Guerre mondiale va rapidement affecter la vie des Américains. Une inflation brutale réduit leur pouvoir d'achat, tandis que commerçants et épiciers se creusent la tête pour continuer à écouler leurs produits. Lorsqu'ils font leurs courses, les Américains ont pour habitude de donner leur liste à l'épicier, lequel s'occupe lui-même des produits. C'est non seulement lent, mais surtout très coûteux en personnel. L'épicier, Clarence Saunders, invente alors un nouveau concept qu'il nomme Piggly Wiggly. Ça ne veut rien dire, mais la sonorité lui plaît. Chez Piggly Wiggly, magasin ouvert à Memphis, Tennessee, le client parcourt librement les rayons et remplit lui-même son panier avant de s'arrêter en caisse. En contrepartie de son effort, il paye moins cher qu'ailleurs. Non seulement le nombre de clients est multiplié par 20, mais Saunders découvre que chacun achète plus que dans une épicerie classique. Désormais livré à lui-même, le client se laisse toujours aller à des achats d'impulsion. Le succès de Piggly Wiggly est tel que l'enseigne ouvrira 2600 magasins en quelques années. L'épicier Clarence Saunders a inventé la grande distribution. Dans les salles de cinéma, les Américains visionnent avec inquiétude les images de cette guerre qui n'en finit pas et dont ils ne veulent absolument pas se mêler. En proposant de prêter de l'argent au gouvernement britannique et français, Morgan Jr., lui, a choisi son camp. Son idée est de permettre aux Alliés d'acheter à crédit de l'acier pour faire tourner US Steel à plein régime. Morgan Jr. a entraîné avec lui un consortium de banquiers américains. Dès 1916, Morgan Jr. et son consortium ont déjà prêté aux Alliés plus d'1 demi-milliard de dollars. Le financier réalise alors qu'une défaite militaire des Alliés entraînerait leur défaut de paiement. Ni lui, ni l'industrie américaine ne pourraient s'en relever avant longtemps. Le président Wilson, qui s'est fait réélire en 1916 en promettant de rester neutre, sait que l'Amérique a déjà le doigt dans un engrenage fatal. En avril 1917, les États-Unis se résignent à déclarer la guerre à l'Allemagne.
la guerre est présentée comme le combat de la liberté contre la tyrannie. Un vent de patriotisme souffle sur le pays. Et l'armée parvient sans difficulté à recruter 2 millions de volontaires. La propagande célèbre le capitalisme américain comme le meilleur système au monde, prêt à répondre aux commandes exceptionnelles de l'armée. En réalité, les industriels vont vivre cette guerre comme une irruption intolérable de l'État dans leurs affaires privées. Le gouvernement commence en effet par faire construire en urgence des chantiers navals d'État, dans lesquels les ouvriers sont d'ailleurs bien payés. Une concurrence déloyale et une atteinte à l'initiative privée, dénoncée comme sacrilège par les industriels. Pire encore, en soutien de l'état-major, le président Wilson n'hésite pas à nationaliser certains industriels qui profitent de la guerre pour monter leurs prix. Et en cas de grève, c'est le monde à l'envers. Désormais, l'employeur est tenu pour responsable et peut être mis à la porte de sa propre usine pour la durée de la guerre. Pour financer les commandes militaires, le gouvernement augmente fortement l'impôt sur le revenu. Mais comme il n'est payé que par 4% des Américains, c'est insuffisant. La seule solution qui reste est très incertaine. Emprunter massivement auprès des Américains. Morgan Jr. et son consortium de banquiers s'associent au gouvernement pour imaginer la campagne marketing qui fera mouche. L'opération est dénommée « Emprunt de la liberté ». 4 emprunts successifs qui vont jouer sur la fibre patriotique et le rêve américain. Souvenez-vous de votre premier frisson américain de liberté. Votre devoir est d'acheter des bons du gouvernement américain. Deuxième emprunt de la liberté, 1917. Et pour que les emprunts de la liberté soient vraiment irrésistibles, on fait appel aux 3 plus grandes stars de Hollywood. Mary Pickford, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, l'opération remporte un succès inouï. 15 millions d'épargnants patriotes vont ainsi financer plus de la moitié des dépenses de guerre américaines et soutenir les Boys envoyés en France. Vous achetez un bon de la liberté, je m'occupe du reste. Les soldats du corps expéditionnaire sont cueillis à froid par la sauvagerie des combats. En quelques mois, plus de 300 000 d'entre eux sont tués ou gravement blessés. Notamment au cours de l'ultime et victorieuse offensive alliée de l'automne 1918. Dans l'euphorie de la victoire, la plupart des Américains sont convaincus que leur capitalisme et leur démocratie forment le meilleur système du monde. La liberté ne peut pas mourir. Andrew Carnegie est mort dans sa 84e année. Le grand philanthrope avait commencé pauvre. New York Times, 12 août 1919. Conformément à son propre évangile, Carnegie aura dépensé toute sa fortune en philanthropie. Même si en nommant sa fille Margaret administratrice de sa fondation, il lui laisse suffisamment d'argent pour voir venir. Après cette parenthèse de la guerre au dirigisme oppressant, les millionnaires soulagés reprennent le contrôle de leur paradis. Les grèves ouvrières qui secouent l'Amérique d'après-guerre, tout comme les contestations anarchistes ou communistes, sont écrasées. «
ceux qui n'ont pas la nationalité américaine seront expulsés vers leur pays d'origine. Sous la présidence du républicain Warren G. Harding, l'État fédéral renoue avec le laisser-faire et se désengage de la vie économique. Et cerise sur le gâteau, la loi qui interdisait le travail des enfants a été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour suprême. Certains peuvent toujours suivre un semblant de scolarité le soir après le boulot. Rockefeller donne 100 millions de dollars supplémentaires. 50 millions de dollars serviront à augmenter les salaires des enseignants avec effet immédiat. Le reste ira à la Fondation Rockefeller pour le bien-être de l'humanité. New York Tribune, 25 décembre 1919.